aujourd'hui qui va nous réunir pendant à peu près 1 heure, c'est de parler du rôle de l'architecte, plus précisément sur la thématique de la rénovation énergétique en copropriété. Donc on a un intervenant, enfin 2 intervenants qui représentent le CAUE 78, donc qui est une association un peu comme l'ALEC, mais sur le rôle de l'architecture. Donc ils se présenteront et auront également une présentation avec des exemples de rénovation à vous proposer. Avant de leur donner la parole, je fais juste une courte introduction pour présenter le rôle de l'ALEC. Donc l'Agence locale de l'énergie et du climat, c'est une association à but non lucratif. Notre rôle, à travers des conventions avec les acteurs publics, le département et les collectivités, c'est de conseiller et accompagner le grand public, les copropriétés, les collectivités et les entreprises dans une démarche de rénovation énergétique à travers du conseil, de l'accompagnement technique et financier sur tout ce qui est rénovation énergétique, isolation, travaux sur le chauffage, énergie renouvelable. Voilà, les sujets sont assez vastes. Ça regroupe toutes les thématiques, on va dire, de la transition énergétique. On a également un autre rôle, c'est d'informer, de sensibiliser le grand public, les scolaires, les professionnels. Et ça, c'est à travers des conférences, des ateliers, des webinaires, mais également des visites qu'on fait tout au cours de l'année. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour vous tenir au courant de nos différents événements. Au sein du coup de l'ALEC, nous portons un espace conseil faire. Donc le rôle de cet espace conseil faire, c'est vraiment de conseiller et d'accompagner les particuliers et les copropriétés de façon totalement neutre, gratuite et indépendante sur tous les sujets que j'ai évoqués, c'est-à-dire l'isolation thermique, le changement de système de chauffage, les énergies renouvelables et tous les aspects techniques et financiers, renseignés sur les aides financières, les prêts qui peuvent être mobilisés sous l'angle efficacité énergétique. Voilà, donc vous aurez nos coordonnées à la fin de la présentation. N'hésitez pas à nous rencontrer, à nous contacter pour avoir des conseils, peu importe la phase du projet dans laquelle vous êtes. Un conseil, c'est toujours intéressant. Voilà pour cette courte introduction. Donc, je vais laisser la parole à Hervé Saillet et à Elisabeth Roja-Lefebvre du CAUE pour leur présentation. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc vous pouvez partager votre écran. C'est bon, ça fonctionne. Alors, Hervé Saillet, Elisabeth Roja-Lefebvre, nous sommes tous les deux architectes et je suis directrice du CAUE. Donc CAUE, c'est Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, des associations qui existent dans tous les départements de France où le conseil départemental et l'État se sont mis d'accord pour créer un CAUE depuis la loi sur l'architecture de 1977. Nos missions ont été confortées par plusieurs lois successives et nous sommes financés par une part départementale de la taxe d'aménagement que vous payez quand vous déposez un permis de construire et que vous construisez des mètres carrés. Donc, certains d'entre vous, peut-être, ont déjà payé cette taxe qui finance en Île-de-France la région et dans tous les autres départements, le département et les communes. Nos champs d'intervention, comme notre nom l'indique, c'est l'architecture, l'urbanisme, le paysage, l'environnement, mais aussi le patrimoine, tous les sujets du cadre de vie. Et nos cibles sont les particuliers, les élus, toutes les personnes qui ont des interrogations sur tous ces sujets. Donc, nos conseils sont gratuits. Vous pouvez venir nous voir en tant que particulier pour avoir des conseils d'un architecte. On a une permanence régulière toutes les semaines pour vous aider sur votre projet, donc que ce soit une maison, une copropriété. Donc, en tant qu'architecte, nous ne sommes pas, en tant qu'architecte de CAE, nous ne sommes pas maîtres d'œuvre, mais comme l'ALEC, nous aidons les copropriétés sur la démarche.
et les particuliers sur d'autres sujets qui peuvent être les plus divers. Voilà, donc je vais laisser Hervé faire cette présentation et j'interviendrai à d'autres moments de la présentation. Bonsoir à tous. Donc on a prévu une présentation en une dizaine de points que je vais énumérer rapidement. Donc on fera une partie préambule. Ensuite, pourquoi mandater un architecte en maître d'œuvre et non un maître d'œuvre lambda? L'audit global, groupement de compétences, on abordera ce sujet. Les 4 missions de l'architecte en rénovation, un focus, l'importance du diagnostic en amont de tout ça, scénario et bouquet de travaux de rénovation, avantage de mandater un architecte, coût d'une mission d'architecte pour vous donner des ordres de grandeur, la garantie décennale, c'est quoi, et un certain nombre d'illustrations, d'exemples. On verra en fonction du temps, puisque c'est un format d'1 heure, nous a dit Jérémy. Alors, si jamais vous avez des questions auxquelles le délai de ce soir ne nous permet pas de répondre, n'hésitez pas à nous les envoyer et à les donner dans le question-réponse que vous avez, auquel vous pouvez poser les questions. Et on pourra aussi vous répondre par la suite. N'hésitez pas. Donc, si la technique fonctionne, en principe, oui, je vais lancer une petite vidéo courte de 4 minutes, mais qui permet de rentrer dans le cœur du sujet, notamment une mission avec globale du diagnostic jusqu'à la réalisation. Vous augmentez votre son de votre côté, vous n'avez pas assez de son au niveau de votre ordinateur. Cette résidence qui date de 1930, au moment de l'Art déco, n'avait pas eu de travaux importants de fait depuis 1990. Le principe au départ, c'était de faire une rénovation de la façade, qui était très abîmée. On en a profité pour étudier une rénovation énergétique, car on avait un immeuble qui était très ancien, et il y avait des dépenses de chauffage très élevées, alors qu'il y avait une pompe à chaleur qui n'avait pas servi depuis 1990, je crois me souvenir. La copropriété disposait effectivement d'un chauffage par géothermie qui a été abandonné à la fin des années 90. Donc nous avons proposé de remplacer la pompe à chaleur qui était du coup abandonnée et obsolète par une nouvelle pompe à chaleur performante en réutilisant les forages existants, et ce qui permet actuellement de couvrir environ 80% des nouveaux besoins après travaux. Ce système ne pouvait pas être engagé en dehors d'un programme de rénovation globale, puisque c'est vraiment l'isolation des façades qui permet de diminuer les besoins après travaux et donc à la pompe à chaleur de couvrir quasiment la totalité des besoins, ce qui a un réel intérêt pour les copropriétaires. La grosse difficulté sur un immeuble qui a de tels atouts patrimoniaux, c'est justement de concilier la rénovation énergétique avec la préservation du patrimoine. D'un côté, il fallait qu'on remette en valeur les cassons, les carrelages, les tesselles, les céramiques, les balcons, la toiture en zinc avec de l'ardoise, et en même temps isoler autant que possible les façades pour arriver à une étiquette aussi belle en fait. On passe d'une étiquette énergétique de D à C. Pour un bâtiment ancien, c'est exceptionnel. On divise les consommations d'énergie par 2. On réduit les émissions de gaz à effet de serre de 60%. On gagne véritablement en confort dans les logements, que ce soit à la fois le confort thermique et la qualité d'air, puisqu'on travaille sur le système de ventilation également, ce qui permet un renouvellement d'air plus efficace et donc une meilleure qualité d'air dans les logements. Nous avons eu des subventions de la part du conseil régional. On en a eu de la part du comité d'économie d'énergie, c'est-à-dire que sur la partie rénovation énergétique, on a eu le droit à 280 000 de subventions sur un montant global de 1 million. Et ça a aussi incité les propriétaires à donner leur accord pour faire les travaux. Pour remporter un vote en AG, il est indispensable d'avoir un assistant maître d'ouvrage pour organiser toute une série d'ateliers, d'explications avec les copropriétaires et qui a permis de faire passer ici un programme vraiment global, ambitieux.
nous réjouissons que cette remise ait trophée qui a permis de valoriser et l'immeuble que nous habitons et d'autre part pour les économies d'énergie. Les propriétaires vont s'en ressentir. Cette récompense est très encourageante pour les professionnels que nous sommes parce qu'elle montre aux copropriétaires qu'il est possible de réaliser une rénovation énergétique très ambitieuse sur un patrimoine des années 30, ce qui est particulièrement difficile. Voilà, donc c'était une petite mise en bouche, je dirais, à partir d'un cas concret, donc à Boulogne, 93 avenue Pierre Grenier, d'un immeuble de 1930 pour 205 logements. On va aborder en préambule déjà un premier sujet, donc la MOA et MOE, comme on dit dans notre jargon. Donc la MOA, c'est la maîtrise d'ouvrage, donc ça définit bien le client ou la copropriété via son représentant qui est déterminé en assemblée générale. Donc généralement le maître d'ouvrage connaît au moins son budget et puis ses possibilités en tout cas financières, ses habitudes et son calendrier, son échéancier de travaux. Le maître d'œuvre, donc au sens large, c'est un technicien du bâtiment. Donc ça peut être un architecte ou des bureaux d'études. Nous, ce soir, on insistera évidemment sur le rôle de l'architecte au sens de la maîtrise d'œuvre. Et ce maître d'œuvre est responsable juridiquement. Donc c'est pas neutre en termes de suivi et de responsabilité. On pourra y revenir. Donc l'architecte est le seul à être habilité par l'État à déposer des permis de construire dans le cadre de rénovation classique où il n'y a pas changement de destination, où ça reste du façadisme, je dirais, il n'y a pas obligation. Mais on exprimera ce soir pourquoi il est important quand même pour nous de mandater, de missionner un architecte. On a un nouveau métier aussi qui s'est créé, alors pas spécifiquement sur les projets de rénovation énergétique, mais au sens un petit peu large, c'est-à-dire l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc cet assistant à maîtrise d'ouvrage, il peut être émané de plusieurs métiers. Ça peut être éventuellement le syndic de la copropriété s'il en a les capacités et les compétences, pourquoi pas. Ou ça peut être un assistant à maîtrise d'ouvrage particulier, justement, qui va être à l'interface, comme le montre ce schéma, entre le commanditaire, la copropriété et le client, donc, et le maître d'œuvre. Donc, pourquoi mandater finalement un architecte et non un maître d'œuvre classique? Donc, l'architecte maître d'œuvre, il est en responsabilité des contrats et des services. Il ne vous vend pas son œuvre, hein, c'est vraiment un travail d'accompagnement, de conseil. Il est là pour défendre le client, le représenter en toute situation. La différence fondamentale, c'est que l'architecte, il a un titre, il a une formation, il a des compétences particulières, il a un cursus, il a aussi un code déontologique, une manière de travailler, une manière de procéder. Il est soumis aussi à une inscription à l'ordre des architectes qui elle-même veille à la bonne, au bon respect de ce code déontologique, justement. Donc, c'est aussi un gage supplémentaire de qualité et de sécurité pour les copropriétaires. N'hésite pas hein, si tu as des compléments, Elisabeth. Alors, donc l'architecte, il a bien évidemment une vision globale sur le bâtiment. Plus il est missionné en amont sur des projets de rénovation et mieux c'est pour le projet, en tout cas. Donc cette phase de conception, elle va concrétiser justement le plan de travaux, la faisabilité architecturale. Elle va tenir compte à la fois des aspects esthétiques et techniques concernant la copropriété. L'architecte va donc aborder, par son travail de conception, on y reviendra, différentes hypothèses, scénarios, avec une déclinaison en estimation financière qu'on appelle basse et haute.
donnant une fourchette justement par rapport à un bouquet de travaux. On aura l'occasion d'y revenir. Donc ces estimations, elles peuvent être vérifiées et contrôlées, et puis surtout, elles vont être confirmées par la consultation des entreprises, des artisans, dans la phase préparation des appels d'offres et du lancement du chantier. Que réalise également l'architecte. Tout à fait. Donc en termes de processus, je dirais, on a un schéma ici qui montre bien qu'il y a donc un rôle particulier puisque c'est l'architecte avec un contrat de maîtrise d'œuvre donc négocié en amont, au moment du démarrage de sa mission, avec les représentants de la copropriété qui est voté en assemblée générale. Ce contrat de maître d'œuvre va lui permettre de coordonner, de contrôler les artisans qui, eux, par contre, par la suite, vont être payés en direct par la copropriété via son syndic. Donc l'architecte, il peut exercer soit au titre libéral, soit au titre d'une société. Ça dépend aussi de sa taille, de son organisation. Et sa mission est vraiment exclusive, orientée tournée client. Donc il a vraiment ce rôle et une rémunération qui correspond à cette posture-là. De défendre toujours l'intérêt du client avant, j'allais dire, celui des artisans, des entreprises ou des marques, pour ne pas en citer, tout simplement. Donc ce positionnement, ce rôle de l'architecte, il est un peu central pour nous puisque c'est lui qui assure la mission de conception. Donc il ne faut pas confondre un travail de dessin et de conception, puisque la conception, non seulement elle représente le projet, mais elle va également intégrer tout un tas d'éléments autres, comme les questions de confort, d'économie d'énergie bien sûr, d'esthétique et de solidité, d'économie. C'est finalement un bâtiment qui est analysé comme un organisme vivant avec sa peau, ses fluides et ses pathologies, puisqu'on est là, en l'occurrence, sur des bâtiments existants, donc anciens, avec différentes époques. Et chaque époque, j'allais dire, a ses pathologies en l'occurrence. Et aussi, on l'a vu à l'instant dans le petit film, les bâtiments ont une histoire aussi liée à l'époque où ils ont été construits. Et ça, l'architecte, il veille absolument. C'est-à-dire que le travail de diagnostic préalable, c'est aussi de l'histoire du bâtiment. Très important quand on travaille ensuite sur les pathologies et sur la peau. La manière dont on a construit le bâtiment est essentielle. Tout à fait. Donc, on peut dire que c'est un expert technique. Il a justement cette hauteur quelque part, ce recul. Il va s'appuyer sur des connaissances techniques, réglementaires qui sont nécessaires et pour coordonner et contrôler et proposer des solutions appropriées. C'est également un expert en économie de la construction, bien que ce soit un sujet de plus en plus technique et pointu aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que bien souvent, les bureaux d'architectes s'adossent en complément d'un économiste de la construction qui vraiment, lui, suit au jour le jour quasiment les filières, le coût des matériaux et qui a aussi ses propres astuces et de bons conseils sur ce type de projet. Donc c'est également un expert en urbanisme, puisque on pourra peut-être sur certains exemples en fin de présentation y revenir. Il y a sur certains projets, suivant une analyse urbanistique, peut-être un potentiel à construire ou des opportunités de créer des nouvelles surfaces, etc. Donc c'est quand même intéressant, surtout aujourd'hui où avec voilà, l'accélération de la dématérialisation et la facilité des procédures, notamment de contentieux, c'est toujours intéressant d'avoir donc bien en amont le spectre des possibilités et les marges de manœuvre pour un projet de rénovation, quel qu'il soit.
Une autre partie de la présentation va concerner le sujet de l'audit global. Alors, en matière d'audit global, il y a différentes approches, puisque maintenant la rénovation énergétique dans les copropriétés commence à dater un peu, hein. Les premières, peut-être, ont commencé il y a une quinzaine d'années, allez, et depuis une dizaine d'années, ça s'accélère. Donc, ça, c'est intéressant. Par contre, il y a une organisation professionnelle qui se structure aussi en conséquence. Donc, on a plusieurs types d'organisations. Là, sur cette diapo, on vous parle plutôt de la forme en groupement de compétences. Donc, ce qu'on observe, hein, c'est qu'en général, on a au minimum 3 types de compétences. Donc, celle qu'on appelle l'ingénierie financière, celle autour de tout ce qui concerne les études thermiques, énergétiques, et puis celle spécifique aux agences d'architectes avec la particularité technique, esthétique. On va vous présenter toujours en courte vidéo comment tous ces professionnels s'organisent. Donc pareil, augmentez votre son. Moi, je le mets à fond de mon côté. Ça arrive. Vous voulez réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre copropriété? Oui, mais lesquels? Quelles sont les pathologies de votre bâtiment? Les travaux qui vous permettront de réaliser des économies d'énergie? Pour bien évaluer les besoins, il faut réaliser un diagnostic de votre bâtiment. Afin de bien comprendre comment ça se passe, j'ai choisi de vous emmener dans le Val d'Oise. Fissures sur les façades, problèmes d'humidité, chaudière vieillissante et peu performante, sensation d'inconfort. Face à ce constat, le conseil syndical a décidé de réaliser un audit global afin de déterminer les travaux à mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes. Cet audit a été confié à un pool de compétences formé d'un bureau d'études thermiques et fluides, d'un architecte et d'un ingénieur financier. Je suis à la fois mandataire du groupement, donc ça veut dire que je coordonne l'équipe technique, l'architecte, le bureau d'études thermiques. Je m'assure de la cohérence et de la qualité des études qui sont réalisées et en même temps, je réalise la structuration des plans de financement. Donc quand on aborde un audit, on l'aborde de deux manières. Une première qui est physique, c'est-à-dire de visiter le site, visiter le bâtiment, rencontrer les habitants, voir les pathologies, voir les problèmes d'inconfort, voir les dysfonctionnements éventuels. Et puis on l'aborde également de manière documentaire, donc en récupérant des plans du bâtiment, en vérifiant les contraintes d'urbanisme, les contraintes acoustiques. Ici, on est avec des passages d'avion relativement bas, même si c'est pas réglementaire. Et on croise en fait ces deux analyses-là pour vérifier les points qui révèlent éventuellement des pathologies ou les points qui permettent d'être exclus. Donc on récupère auprès de la copropriété, quand elle les a, les plans même partiels dont elle dispose. On a rarement des plans complets sur des bâtiments. De temps en temps, on a un carton d'archives complet, mais c'est rarissime. Et en fait, on reconstitue la réalité à partir des plans, plus de relevés. Là, par exemple, on a numérisé les plans et je vais vérifier aujourd'hui une série de codes in situ pour vérifier que le total global des prises de code correspond à ce qu'on a sur les plans des années 60. La spécificité de cette copropriété, c'est qu'on est dans une zone proche d'un aéroport, ce qui fait que beaucoup de copropriétaires, pour des raisons de confort acoustique, ont déjà remplacé leurs fenêtres. Il y a donc eu un travail d'investigation un peu plus poussé que sur d'autres sujets pour bien identifier la performance des doubles vitrages qui avaient été remplacés via notamment un instrument qui est le vitromètre. Comme tous les bâtiments de cette typologie constructive qui sont d'après-guerre, mais avant le choc pétrolier, on a des systèmes de ventilation qui correspondent aux normes de l'époque, mais qui ont montré leur obsolescence. Et donc, les relevés sur site ont pu montrer que, dans certains cas, les débits ventilés étaient 10 fois
inférieure à ce que nous imposerait la norme aujourd'hui. Ça, c'est synonyme de mauvaise qualité d'air dans les logements, voire même d'apparition de pathologies, de moisissures dans certains cas qui ont été relevés. On se donne aussi des éléments qui sont les infiltrations d'air que l'on essaye de détecter avec la caméra thermique. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les copropriétaires qui parfois ont l'impression d'avoir une très bonne fenêtre parce qu'elle paraît propre et en double vitrage, et on se rend compte que si elle est vétuste et mal posée, on peut avoir beaucoup d'infiltration d'air qui détériore la performance globale de la fenêtre. Le rapport d'audit sur le volet architectural, il a deux grands éléments. Un élément d'analyse documentaire, les questions d'urbanisme, les questions de réglementation acoustique, thermique, incendie, accessibilité, etc. Et une partie d'analyse bâtimentaire qui est de dire les façades, les parties communes, les toitures, les extérieurs sont dans tel ou tel état. Voilà les pathologies, voilà les priorisations pour les traiter, dans quel ordre il faut faire les choses, et voilà les recommandations techniques avec un premier chiffrage. Il existe différents dispositifs pour aider les copropriétaires à rénover leur logement. Donc des incitations fiscales de la part de l'État, des incitations, des aides de la part des collectivités territoriales, que ce soit à l'échelle locale, départementale ou régionale, des aides individuelles également en fonction des ressources des copropriétaires par l'Agence nationale de l'habitat, et des solutions aussi de financement, que ce soit par des prêts collectifs classiques ou des prêts bonifiés. À l'issue de cet audit global, la copropriété a choisi d'étudier un programme de travaux permettant d'atteindre le niveau de performance du label BBC Effinergie Rénovation. Voilà, vous savez maintenant en quoi consiste un audit global. Si vous avez des questions ou si vous voulez découvrir les autres étapes d'un projet de rénovation énergétique, rendez-vous ici. À bientôt. Donc voilà, on revient sur la présentation. On va vous résumer, il y aurait bien d'autres missions à aborder, mais principalement en 4 missions. Le rôle de l'architecte dans ces projets de rénovation. Donc, on a une première mission qu'on a nommée la mission 1, c'est d'analyser le bâtiment avec un diagnostic complet de cet ensemble immobilier, donc pour en connaître son état général, global, avec si possible la remise d'un livret technique de l'immeuble qui va servir également aux copropriétaires pour le bon entretien, la bonne gestion de leur immeuble. Ça peut être aussi l'occasion de le faire, tout simplement. Une deuxième mission, c'est la mesure des plans et des surfaces, puisque sur ce type de projet, les architectes, ça a été dit dans la vidéo, ont des fonds de plans de l'époque qui n'est pas toujours actualisé par rapport à la réalisation in situ de l'ouvrage. Il y a possiblement des fois des variations des petites variations dans le chantier par certains artisans, etc. Donc c'est vrai que ça. Et puis parfois des ajouts. Donc, ça permet d'actualiser toutes ces informations. Ça, c'est un travail en soi quand même. C'est pas négligeable. Même si on pense avoir des fonds de plan et des documents au niveau de la copropriété. Une troisième mission, donc c'est tout ce qui est, une fois qu'on a passé cette étape-là, l'étude et travaux. Donc, c'est aussi les scénarios. On va y revenir avec un travail de présentation, d'argumentation auprès des copropriétaires, soit dans le cadre des réunions du conseil syndical avec le syndic de copropriété ou de plénière en assemblée générale avec le principe de vote aussi de ces travaux, bien entendu. Donc, on a enfin la mission 4, donc la direction, le suivi des travaux, du chantier jusqu'à la livraison, avec donc différents postes, que ce soit la mise au point des devis, consultation des entreprises, donc c'est la direction, la coordination, qui demande en général une présence au moins hebdomadaire de suivi du chantier des entreprises à tous les stades du projet. Donc, si on avait à résumer ces missions en les reliant avec ce qu'on vient de dire sur les différentes étapes d'un projet de rénovation,
Elle pourrait aussi se dissocier, c'est-à-dire on pourrait avoir un architecte avec même dans le cadre d'une mission complète, avec un rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage dans un premier temps. Souvent c'est le cas, c'est-à-dire il est dans ce groupement de compétences avec sa casquette technique où il aborde l'analyse du bâtiment, comme on l'a dit, sur les principes architecturaux techniques et de relevé. Et puis en parallèle, on a les autres AMO, que ce soit bureau d'études technique, thermique, pardon, et puis l'AMO d'ingénierie financière qui peut commencer aussi à travailler pour rendre une audit globale au conseil syndical et au syndic, qui va donner quelque part des fourchettes prévisionnelles de chiffrage à ce stade, c'est pas le définitif, mais ça va pouvoir donner un ordre de grandeur et un ratio éventuellement va pouvoir être fait au tantième, comme on dit, par logement. En tout cas, on aura un ordre de grandeur pour aussi viser une certaine ambition énergétique. Tout à l'heure dans la vidéo, il y avait d'indiquer le label Effinergie, mais il y a d'autres labels qui existent et les subventions sont reliées, mais la LEC pourra compléter par la suite à ces différents labels. On a ensuite, si tout ça est voté et tout se passe bien, alors c'est sur des mois, voire des années. On n'est pas revenu, mais en général, il faut bien compter. Certaines mettent, je ne vais pas vous décourager, mais 10 ans jusqu'à la réalisation de travaux. D'autres sont plus rapides, en 3, 4, 5 ans. Mais déjà, rien que le temps des travaux, suivant l'importance de l'opération, on peut mettre facilement 1 an, voire 2 ans. Ça dépend de la taille, tout simplement, de la copropriété. Donc, ces missions 2, 3 et 4, donc à partir du moment où on dessine les éléments de plan, de mesurage, d'études plus poussées jusqu'à la réalisation. Donc, ces missions peuvent être regroupées dans ce qu'on appelle une mission complète. Et où on peut de nouveau avoir un AMO, donc un assistant à maîtrise d'ouvrage, notamment pour tout ce qui est ingénierie financière, recherche de financement, et puis suivi aussi de tout ce qui est processus, réunion de copropriété, organisation des assemblées générales pour les votes. Donc, et mission 4. Et la mission 4, donc c'est aussi une des plus importantes évidemment, c'est la mission de suivi des travaux jusqu'à la réception, la livraison du chantier. Tout ça en bonne harmonie, échange et communication avec les membres du conseil syndical qui en général se donnent une mission, donc certains suivent un peu plus que d'autres pour l'avoir vécu de l'intérieur, ce type de projet. Il faut y consacrer un peu de temps. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Donc, si on fait un focus maintenant sur l'importance du diagnostic, c'est vrai que c'est une étape qui est parfois, pour pas dire souvent, négligée. Et on ne peut pas se lancer dans un principe de copier-coller avec un maître d'œuvre qui a déjà des références, par exemple sur une copropriété, qui nous vendrait entre guillemets le même système pour un autre type de copropriété, peut-être pas forcément de la même époque ou avec les mêmes caractéristiques, ou avec souvent le même architecte concepteur à l'origine, pas le même usage, pas le même vécu, pas la même taille d'opération. Donc on insiste vraiment sur cet élément de diagnostic qui va permettre justement de vraiment pointer les spécificités de la copropriété, que ce soit par cet examen du bâti avec les différentes postes, donc la nature de l'ouvrage, la nature des désordres et leurs causes, leur origine, les risques à prévoir également, et les interventions qui sont préconisées, la priorisation de ces interventions, avec un rapport qui est remis, qui comprend un chiffrage prévisionnel. Même à cette étape de diagnostic, c'est important de demander un estimatif pour avoir une bonne appréciation aussi de la qualité de la prestation et du diagnostic. Maintenant, on va aborder le 5e chapitre qui concerne les scénarios et les bouquets de travaux en rénovation. Donc, on a ce diagnostic technique qui est associé à un volet énergétique qui permet justement de dégager des pistes d'amélioration
avec un processus de réflexion, de conception, donc sur différents éléments, que ce soit la protection du bâti, la réduction de puissance, bien sûr, d'appel de chauffage, que ce soit chauffage, remplacement de, souvent, hein, aujourd'hui, une chauffage fuel en gaz ou pompe à chaleur ou mixte, avec un confort intérieur par disparition, aussi des notions de confort par voie froide ou mal exposé, tout simplement, l'inertie du bâtiment qui entraîne souvent la disparition de phénomènes d'inconfort froid-chaud, et puis l'amélioration de la ventilation, comme ça a été bien expliqué dans la vidéo précédente. On a à cette occasion une opportunité de moderniser donc l'aspect esthétique aussi du bâtiment, avec la création de portes-fenêtres, éventuellement de balcons, d'extensions, de combles, valoriser les façades, avoir des balcons qui peuvent être fermables, de type jardin d'hiver par exemple, et puis une mise en valeur des extérieurs et abords de la résidence. Et ce bouquet de travaux peut en fait concerner différents postes. Là, c'est résumé avec ces différentes images. Donc, c'est pas forcément une exhaustivité des travaux à réaliser, mais l'étude énergétique par rapport à la spécificité du bâtiment et ces contraintes, que ce soit réglementaires, techniques, vont permettre de pointer justement quel choix, panachage sur ces différents postes, soit sur le poste isolation thermique, étanchéité, toit terrasse, la question du chauffage, ravalement de façade, les enrobés, remplacement justement des serrureries, huisseries, ventilation et encore mieux si on peut aller jusqu'à les abords de la résidence. Alors, quels sont les avantages? Ils sont nombreux, mais pour en citer un, principalement, c'est la dimension de transparence dans l'accompagnement, puisque le rôle de l'architecte maître d'œuvre, donc ça va être de pointer toutes les économies qui vont pouvoir être trouvées au bénéfice justement de la copro, et de pas rajouter des travaux inutiles pour des prestations superflues. Donc c'est vraiment autour de cette transparence et de cet accompagnement qu'on peut dire que l'architecte a un rôle très particulier par rapport à d'autres professionnels, par exemple, qui exercent également le métier de maître d'œuvre. Donc on a un budget maximal qui est contractuel et qui va rester le même, hein, du début à la fin du contrat. Donc c'est aussi sur ce budget que s'engage le professionnel qui est l'architecte. Je pense que j'ai un problème de batterie. Je vais me rebrancher. Est-ce que tu peux juste... je pense que je vais me connecter. Simplement que c'est pas... Voilà qui est fait. Excusez-moi. Donc la question du coût d'une mission d'architecte, donc on a une fourchette entre 8 et 12%, mais ça dépend beaucoup de la complexité de la résidence, du volume, du nombre de logements tout simplement. Et on a donc un budget qui est contractuel forfaitaire, hein, qui est défini au départ. On a cette vérification de budget qui est faite avec le devis des artisans qui eux-mêmes s'engagent à leur niveau. Et puis, on a ce budget qui est maximum et définitif, et donc qui va rassurer aussi tout simplement les copropriétaires et qui va faciliter en principe le vote des travaux. On n'est pas avec un principe de budget de tiroir où au fur et à mesure qu'on découvre des problèmes, on demande des rallonges en assemblée générale. Si vous vivez ce type de déconvenu, c'est que malheureusement les choses n'ont pas été bien préparées en amont. Donc pour démystifier un petit peu aussi, j'ai voulu ajouter ce graphique, la rémunération d'architecte, qui comme tout professionnel, hein, se décompose, c'est son revenu, mais il est aussi assujetti à la TVA, à des cotisations sociales, à des frais professionnels.
On a une décomposition de son temps de travail qui est facturée 50-50, il ne facture pas toutes les heures dans une journée. Donc voilà, on a une rémunération au final qui, en général, correspond à 1/3 de ce qui est possible de facturer. Concernant les modalités de règlement, donc ça aussi c'est intéressant à relever, c'est qu'on travaille à l'avancement réel, donc sans acompte, avec une prestation qui est payée au service fait, parfaitement réalisé. On peut avoir des retenues de 5% qui sont appliquées, donc, notamment en direction du paiement des artisans, en fonction justement de l'avancement du chantier. Et ça correspond aux 5% par rapport à l'étape de finalisation et des éventuelles levées de réserve. Souvent, vous entendrez parler de la garantie décennale. Donc, cette garantie décennale concerne bien sûr l'architecte, mais tous les professionnels du bâtiment qui sont concernés, qu'il s'agisse d'un projet de construction ou de rénovation. Donc, c'est la responsabilité civile qui est engagée sur les ouvrages par les intervenants. Et ils doivent être justement assurés. Ça permet notamment par la suite, suite à la livraison du chantier, d'avoir une garantie qui va durer 10 ans et qui va permettre justement de pallier à des problèmes, que ce soit de conception ou de réalisation par les différents artisans, corps de métier qui sont intervenus sur le projet. Donc il est important, bien en amont, au début, je dirais, de demander l'attestation d'assurance, voire la police d'assurance qui est associée. Donc finalement, cette garantie décennale démarre le jour de la réception des travaux ou de la prise de possession de l'ouvrage, du bâtiment par la copropriété. Et qu'est-ce qu'elle couvre finalement, cette décennale? Donc elle couvre différents types de dommages, que ce soit les dommages qui vont concerner la solidité structurelle du bâtiment, de l'ouvrage, que ce soit par exemple sur des fissures importantes dans des parois, avec des éclats sur des matériaux de parement, ou des retraits, que ce soit sur des bois, des charpentes, ou des éléments métalliques, tout type de désordre structurel. Et puis on a un deuxième type de dommage qui est un peu moins connu, lui, qui est bien plus large et qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui en jurisprudence notamment. Ça concerne justement tous les éléments qui sont finalement indissociables de l'ouvrage. Donc, pour en citer quelques-uns, c'est les questions de défaut d'étanchéité à l'eau, à l'air, sur tous les éléments de menuiserie, de façade, de plomberie, défaut de ventilation mécanique, non-conformité d'installation électrique, insuffisance d'isolation thermique et acoustique, ou problème de chauffage, d'eau chaude, problème d'assainissement individuel, fissures et des carrelages, etc. Donc c'est tout, ce n'est pas uniquement des éléments structurels. Donc voilà, c'est un ensemble de postes qui est finalement très important. Je vais laisser maintenant un petit peu je ne sais pas si on a encore un peu Elisabeth, de temps. ou alors on commence déjà à répondre à des questions. C'est toi qui nous dis un petit peu, parce qu'on en est à une quarantaine de minutes et il nous reste un quart d'heure. Ouais, vous pouvez continuer, il y a une seule question pour l'instant pour la traiter après. D'accord. Okay. Alors, on voulait vous montrer quelques images parce que, je veux dire les souris, parce que effectivement, le travail d'un architecte, c'est aussi travailler sur l'image du bâtiment, mais aussi le confort, ajouter des éléments de confort. Donc, le vocabulaire architectural de façade, par exemple, comme vous le voyez ici, avec des ajouts de modénature en façade, le bois, qu'aujourd'hui on utilise beaucoup, ou d'autres parements qui permettent d'habiller une façade qui auparavant était peut-être sans intérêt, ou arriver à trouver au bâtiment une nouvelle écriture architecturale. Donc vous le voyez ici par exemple dans les balcons et les loggias,
un nouveau vocabulaire qui habille ces éléments ou qui sont ajoutés, puisqu'on disait tout à l'heure que l'architecte peut aussi créer des mètres carrés. Pourquoi pas ajouter des mètres carrés en ajoutant des loggias quand c'est possible ou des balcons, et aussi fermer parfois des balcons pour en faire des serres. Ou, alors on va le voir après. Alors là, c'était une image pour expliquer qu'on peut aussi tirer des leçons des rénovations thermiques des années 80, puisqu'il y a eu des aides financières qui s'appellent les aides Palulos dans les années 80, et beaucoup de bâtiments ont été revêtus, comme cela à Chanteloup-les-Vignes, de parements qui ont très mal vieilli dans l'image des bâtiments, qu'on a complètement réhabillé de manière complètement différente de la manière dont l'architecte les avait construits à l'époque, mais aussi avec des parements qui ont mal tenu. Donc ça, l'architecte est tenu de faire aussi un constat de ces manières de faire. On peut aussi travailler sur les façades en leur donnant une nouvelle image. Vous voyez à droite en haut cette façade de 1963. Et en 2009, ces immeubles de logements sociaux ont été rhabillés par un autre architecte en baissant considérablement les coûts, les consommations énergétiques, en donnant une nouvelle image au bâtiment. Là, on vous montrait la manière d'utiliser l'enveloppe quand on est en isolation thermique extérieure. L'intérêt, c'est de passer, donc vous voyez le jaune, c'est l'isolation thermique, d'éviter les ponts thermiques des balcons. Et très souvent, dans certaines copropriétés où on a des balcons filants, certains des copropriétaires veulent fermer leurs balcons, ce qui est très dommageable par rapport à l'ensemble de la copropriété, parce que quand ils le font tout seuls, sans réhabilitation globale, ils ferment leur balcon, parfois en enlevant la fenêtre, ce qui fait que le pont thermique devient vraiment, disons que le logement intègre le pont thermique complètement. Alors que quand on réfléchit en conception globale et que par exemple tout le balcon filant devient une serre, on peut travailler en enveloppant complètement avec l'isolation thermique extérieure, et là ça devient intéressant pour tout le monde. J'espère que je suis suffisamment claire. Là, c'est dans l'image précédente du bâtiment, on a rapporté une façade complète. Vous voyez, l'immeuble était comme ça au départ. On a rajouté une façade complète, élément par élément, de manière à changer totalement la façade du bâtiment. Et ça, l'architecte travaille sur, quand je vous parlais d'histoire tout à l'heure, sur la manière dont le bâtiment a été conçu au départ, de manière à trouver les meilleures manières pour le réhabiliter. Donc, une analyse en mode constructif. Voilà, l'immeuble a une forme architecturale parce qu'il est construit aussi d'une certaine manière. Et sur les immeubles de Jean Dubuisson, vous en avez beaucoup dans les Yvelines, à Rocancourt, à Versailles. Donc, c'est un architecte qui a construit aussi le très grand immeuble qui est à la gare Montparnasse, avec des façades très intéressantes en murs manteaux, avec des balcons. Et quand on ferme un seul balcon, il peut y avoir des pathologies. C'est exactement ce dont je vous parlais précédemment. Là, c'est une autre manière de réhabiliter en construisant, comme vous le voyez, des colonnes qui apportent un confort au logement. Colonnes dans lesquelles il peut y avoir par exemple les cuisines ou des salles de bain éclairées. Donc là, c'est plutôt des cuisines rapportées sur la façade qui était toute plate précédemment, avec une enveloppe énergétique aussi, puisque là, on met du bois, enfin du trespas, des habillages façon bois. Ici, je ne sais pas si ça a été réalisé, mais cette résidence était très intéressante à Versailles parce qu'elle avait un rez-de-chaussée ouvert et les copropriétaires s'étaient dit qu'ils pouvaient créer des appartements au rez-de-chaussée pour avoir de l'argent en finançant la réhabilitation complète du bâtiment. C'est-à-dire que vous voyez ici, on pouvait créer des logements qui étaient vendus
par la copropriété et ça leur permettait de réhabiliter entièrement l'immeuble. Je vois Jérémy qui apparaît, donc peut-être qu'on va en terminer là. Là, c'était une surélévation qui permettait également de payer la rénovation énergétique de l'ensemble. Vous voyez, un étage de plus, avec sa vente, permettait de réhabiliter l'ensemble. Ça, ce sont des immeubles à Paris qui ont été aussi transformés complètement et on a ajouté des logements sur le toit. Une surélévation. Souvent, c'est des principes containers d'ailleurs qui viennent. Parfois, ouais. Là, c'est une très belle réhabilitation dont les architectes ont eu le prix, l'équivalent du prix Nobel de l'architecture tout à fait récemment, le prix Pritzker. Et là, vous voyez l'évolution de la tour qui est à gauche, au milieu qui a subi une première réhabilitation dans les années 90 et une troisième réhabilitation par ces architectes, donc Lacaton Vassal et Frédéric Drouot, dans les années 2006, en ajoutant des balcons sur l'ensemble, des serres sur l'ensemble de l'immeuble. Et vous voyez, ici, c'était l'immeuble de départ. Là, ils ont rajouté des balcons sur l'ensemble et on voit l'intérêt pour l'usage de chacun des logements qui est formidable. Vous voyez ce que ça donne? Donc, ce sont des surfaces qui ne sont pas chauffées, donc qui ne rentrent pas dans certains critères. Et là, un dernier, dans les Yvelines, à Poissy. Voilà l'immeuble de départ avec des balcons filants. Et les architectes ont proposé de fermer ces balcons et d'en faire des espaces à vivre très intéressants en changeant complètement l'image du bâtiment. Vous voyez, il prend de la couleur et avec sur le toit des panneaux photovoltaïques pour revendre au réseau. Ils rentrent dans le 21e voilà. siècle. Et vous voyez ici en plan les balcons qui ont été entièrement, qui enveloppent le bâtiment et qui ont été fermés avec des loggias. Donc, vous voyez la baisse de consommation de soit 333 kWh au mètre carré, on est passé à 72. C'est impressionnant. Ouais. Donc, ça, c'est pas une copropriété, ce sont des logements qui appartiennent à la ville de Poissy. Et là, la coupe montre l'intérêt d'avoir des balcons, bien sûr, des balcons, et ensuite de pouvoir les fermer et d'avoir un confort d'usage très important. On est sur une exposition sud, c'est fini. On est sur une exposition sud. Exactement. Donc, il n'y a que des architectes qui peuvent vous proposer des solutions de ce genre. Là, vous avez quelques sites de référence aussi, dans lesquels vous pouvez trouver plein d'informations. Pas mal d'informations, d'astuces et de bons conseils. Peut-être répondre à quelques questions, Jérémy, je te laisse la main. Oui, merci Hervé, merci Elisabeth pour cette présentation très claire et très intéressante. Je vais prendre quelques questions du chat qui ont été posées et puis je vais prendre aussi quelques questions qui m'ont été envoyées en amont du webinaire. D'abord, une petite question sur le diagnostic, notamment pour une copropriété en chauffage individuel, le DTG, donc le diagnostic thermique global dont on entend beaucoup parler, est-il utile ou un audit global pourrait être suffisant? C'est plutôt toi qui peux répondre. Ouais. Hein. Bon, je vais répondre dans ce cas-là, pas de souci. Oui. Oui, alors, je pense que là, en fait, c'est des questions de dénomination. On te renvoie la balle parce que c'est le découpage des missions qui… Oui, bien sûr. C'est des questions de dénomination, en fait. Vous avez le DTG, diagnostic technique global, qui a un nom, on va dire, de l'audit global, énergétique, architectural, mais en gros, c'est la même chose. Hein. Le DTG, l'audit global partagé, dont parle notamment l'ARC, l'Association des responsables de copropriété. Vous avez également l'audit énergétique architectural. Voilà, tout ça, ça regroupe en fait des audits, des diagnostics complets qui ne sont pas seulement énergétiques, mais également architecturaux. Voilà, donc c'est juste des questions de dénomination, mais c'est la même chose. C'est vrai que ce serait bien qu'un jour on n'emploie que le même terme, ce serait plus clair pour les copropriétés. Alors, le terme qui a été décidé dans la loi, c'est bien le DTG, donc diagnostic technique global, mais c'est vrai qu'il y a d'autres termes qui continuent à exister. Une question, est-ce que la garantie décennale est la même chose que l'assurance dommage ouvrage?
Non. Non. Non, la dommage d'ouvrage, on va dire, c'est en cours de chantier. En cours de chantier, s'il y a un gros problème de l'architecte, de réalisation, etc. Donc c'est un petit peu le financement qui va permettre de pallier à ce problème, mais en cours de chantier. Alors que la décennale, c'est à partir de la livraison. C'est à partir de la livraison. Et il est vraiment normalement, la dommage ouvrage est obligatoire. Beaucoup de gens essaient de ne pas la prendre parce qu'ils trouvent que ça coûte cher. Ouais. Or, c'est vraiment, on s'en rend compte tout le temps. Au CAE, on reçoit beaucoup de particuliers qui viennent nous voir dans des états affreux parce que leur maison n'est pas terminée, ils ne savent plus où habiter, etc. Et la dommage ouvrage est vraiment très importante pour ça. Donc, pendant le chantier, quel que soit s'il y a un architecte ou pas d'architecte d'ailleurs, hein, la dommage ouvrage est vraiment importante. Par exemple, si vous avez un architecte, enfin, admettons une situation catastrophique, l'architecte qui est mandaté décède en cours de chantier ou l'entreprise disparaît. Donc là, l'assurance dommage d'ouvrage est tenue de la bonne continuité du chantier jusqu'à la réalisation jusqu'au terme. Donc elle va prendre la main pour retrouver l'équivalent, soit un architecte, soit une entreprise, etc. Donc elle va pallier à ces difficultés énormes, puisque si vous n'avez pas anticipé en fait ce problème, eh bien, tout simplement vous vous retrouvez seul et face à un vide, financier, humain et de réalisation, parce qu'en général le chantier s'arrête et c'est là que c'est la catastrophe. Alors, il y a une autre question qui regroupe aussi une question que j'avais reçue par un des participants sur le rôle de l'architecte des bâtiments de France. Avec notamment alors, une question sur est-ce que l'architecte des bâtiments de France peut interdire une isolation en façade, par exemple. Oui. Alors, l'architecte des bâtiments de France intervient dans les périmètres de monuments, soit dans les 500 mètres autour d'un monument, soit dans des communes qui ont un périmètre particulier. Donc ça, vous le trouvez au service de l'urbanisme. Et effectivement, un architecte des bâtiments de France est là pour sauvegarder le patrimoine. On aime tous le patrimoine français et grâce à eux, finalement, les centres-villes sont préservés, etc. Quand ça nous atteint, nous, parfois, on trouve qu'ils exagèrent et on aimerait bien ne pas avoir à se soumettre à leur manière de voir. Or, je pense que c'est grâce à eux souvent qu'on évite des erreurs. Donc, l'isolation thermique par l'extérieur n'est pas aussi intéressante pour tous les bâtiments. Donc, il faut se dire que ça n'est pas la seule solution. Aujourd'hui, une bonne isolation intérieure peut être tout à fait intéressante. Ça dépend des matériaux qu'on choisit également. Et souvent, dans les périmètres dont ils s'occupent, ils acceptent les ITE, donc les isolations thermiques extérieures, à l'intérieur des cours, par exemple, quand ça n'est pas vu depuis l'espace public. Il y a différentes appréciations, je dirais, pour compléter le propos d'Elisabeth. Si vous avez, par exemple, sur une rue ou un quartier, des spécificités historiques, patrimoniales, architecturales, donc effectivement, l'ABF va veiller à la conservation de ce caractère, et notamment, en général, c'est indiqué dans le plan local d'urbanisme ou PLUI intercommunal, tous ces éléments-là. Donc, vous pouvez, vous, en tant que copropriété, anticiper aussi le fait que votre projet va être soumis à l'ABF.
Et vous devez aussi savoir si votre copro appartient à une famille, à un patrimoine exceptionnel ou, j'allais dire, un peu courant, lambda quelconque. Donc tout ça va vous donner des indications aussi pour discuter aussi avec l'architecte bâtiment de France. Alors souvent, ils sont aussi force de proposition. Il ne faut pas croire qu'ils sont uniquement là pour l'interdiction et empêcher la rénovation. Pas du tout, ils ne vont pas vous empêcher de rénover, mais par contre, ils vont faire en sorte, peut-être vous faire un petit peu décider autrement le bouquet de travaux dont on parlait tout à l'heure pour arriver à un même résultat d'efficacité globale. Donc voilà, c'est un échange, c'est une discussion. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi, on prêche un peu pour notre paroisse, un architecte qui va discuter avec son collègue architecte des bâtiments de France pour avoir un processus justement de médiation et de trouver un compromis. Et il faut toujours aller le voir avant de déposer le dossier. C'est toujours beaucoup plus intéressant de discuter en amont entre l'architecte et l'architecte des bâtiments de France. C'est toujours intéressant de voir. Et nous-mêmes, CAUE, on travaille beaucoup avec les ABF, les architectes des bâtiments de France. Donc, n'hésitez pas aussi, éventuellement, à venir nous voir. Et si jamais vous avez un problème, on peut jouer aussi le médiateur dans ce genre de situation. Très bien. Il y a une question aussi qui revient souvent, c'est comment trouver un architecte, qui contacter pour avoir des architectes qui sont un peu spécialisés dans la copropriété, voire qui ont une connaissance de la rénovation énergétique. Est-ce qu'au CAUE, vous avez des préconisations sur ça? Alors, on connaît certains architectes qui en ont réalisé. On a un observatoire de la qualité architecturale du logement en Île-de-France et on analyse des opérations d'architectes intéressantes. Donc, tout ça, on peut vous les transmettre. L'observatoire, ces opérations sont en ligne sur notre site internet. Donc, on pourra le rajouter d'ailleurs sur la liste des liens que vous pouvez trouver, de manière à ce que vous ayez effectivement des possibilités de trouver des architectes qui en réalisent. Par contre, les CAUE, leur rôle, c'est pas d'être des agences, j'allais dire, pour du booking d'architectes. C'est pas ça l'objet, mais en tout cas, en réflexe, vous pouvez déjà vous dire qu'il est préférable de solliciter une agence qui a peut-être aussi une expérience soit de construction, soit de rénovation dans un certain type de patrimoine et qui a un certain nombre de compétences en interne, une certaine assise pour répondre à toute situation en cours d'études et de chantier. Donc, bon. Alors, on a aussi au CAUE, ça me fait penser, on a aussi une grosse documentation au CAUE et on peut aussi vous montrer des réalisations qui ont été faites par d'autres, enfin par des architectes un peu partout, et vous aider comme ça à en trouver un. D'accord, très bien. Alors, on a également une remarque dans le chat d'un architecte qui nous invite à aller voir le site de l'association La Compagnie des architectes de copropriété, qui est une association qui regroupe des architectes plus spécialement spécialisés dans la copropriété. Donc, ça peut être aussi une première… Je crois… alors, est-ce qu'il me confirme que c'est bien ce lien que j'ai ajouté à la fin? Alors, c'est le site archicopro.com. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on n'est pas trop mauvais, on l'a mis. Donc, ils sont bien connus auprès du CAUE, donc c'est validé. Alors, il y avait alors, quelques petites autres remarques qu'on a reçues. Quelles recommandations pour lancer une réflexion auprès d'une copropriété sur l'intérêt de se lancer dans la rénovation thermique et architecturale? C'est ce qu'on a évoqué tout au long de ce webinaire. Donc, c'est l'importance de faire réaliser un audit, un diagnostic, pour déterminer aussi des priorités en termes de travaux et repérer aussi des pathologies qui pourraient amener à prioriser certains travaux. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur ça. J'aurais un conseil, mais c'est plutôt du vécu pour avoir moi-même été membre du conseil syndical et avoir suivi de l'intérieur une rénovation. En fait, c'est également mettre en perspective, si les travaux sont paralysés, dans le temps,
Ça, c'est aussi l'ingénierie financière qui peut y aider. Qu'est-ce que va coûter justement de plus en plus le bâtiment, sa gestion, le chauffage, les rustines sur la toiture, les problèmes de dégâts des eaux, d'infiltration, etc. Enfin, c'est finalement parler de coût global, mais si on fait rien, qu'est-ce que ça nous coûte? Si on investit, qu'est-ce que ça nous coûte et aussi dans quelle mesure ça valorise, ça remet au goût du jour d'actualité, voire en avance le patrimoine de la copropriété par rapport à un marché de biens lambda. Hein. Donc, Oui. il y a cet aspect-là qui est non négligeable quand même. Parce que trop souvent, on nous dit ça coûte, oui. Mais en même temps, on oublie que chacun de nous peut revendre. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut y penser, parce que la valeur d'un bâtiment est importante. Donc, si elle se déprécie, c'est aussi très important. Un bâtiment, ça doit s'entretenir. Et si on ne l'entretient pas, c'est une catastrophe. Alors, de temps en temps, je rappelle que si un homme ne se lavait pas, un homme ou une femme ne se lavait pas, ça serait une catastrophe. Mais pensons-y pour le bâti, parce que trop souvent, on nous fait remarquer que ça coûte trop cher. Or, de ne pas entretenir coûte encore plus cher. Oui, tout à fait, on est d'accord. Et il y a notamment également une étude de l'organisme des notaires qui remarque, notamment, on parle de plus en plus de l'étiquette énergétique des logements qui est importante et qui notamment du point de vue des propriétaires bailleurs va poser pas mal de contraintes sur ce qu'on appelle les passoires thermiques avec notamment des interdictions de location. On remarque de plus en plus, alors un peu moins en Île-de-France pour l'instant, mais ça commence à apparaître, ce qu'on appelle la valeur verte, c'est-à-dire que plus le logement il a une étiquette énergétique bonne, c'est-à-dire vers A ou B, meilleur va être le prix de vente ou de location. Donc voilà, c'est également un investissement dans son bien, de bien l'entretenir, et c'est éviter aussi des dévalorisations au moment de la vente ou de la location. Et tu peux dire peut-être 2 mots sur le nouveau DPE qui sort en juillet là Oui, alors en effet, le diagnostic de performance énergétique est pas mal critiqué depuis plusieurs années pour être pas très fiable du point de vue des informations qui sont données, notamment parce que ce DPE, il était dans certains cas fait sur la base des factures des occupants, sauf que bon, les occupants, chacun est différent dans son occupation. Pareil, si un logement est très peu occupé, forcément les factures vont être assez faibles. Donc là, tous les DPE seront faits à partir d'un logiciel thermique. Ce logiciel thermique a été revu pour être plus pertinent et ce DPE sera opposable. C'est-à-dire que si on se rend compte que les consommations énergétiques sont bien plus importantes que ce qui avait été prévu dans le DPE, on pourra se retourner contre la personne qui a réalisé le DPE pour voir si elle a bien pris en compte tous les paramètres du logement. Et si ce n'est pas le cas, il pourra y avoir des problèmes vis-à-vis de ce diagnostiqueur ou du vendeur s'il a fourni les mauvaises informations au diagnostiqueur. Voilà. Et la refonte de ce DPE, ça a permis notamment le vote dans la loi climat qui est en train d'être votée là, en ce moment-là au Sénat, de définir des critères de décence pour les locations en interdisant petit à petit les passoires thermiques, c'est-à-dire les biens en étiquette F, G et E, petit à petit. Alors, c'est un calendrier jusqu'à 2030, mais petit à petit, ces biens vont sortir du parc locatif. Donc, ça va notamment inciter fortement les propriétaires bailleurs à faire des travaux de rénovation énergétique. Aujourd'hui, ils n'avaient pas forcément cette incitation parce que ce n'est pas eux qui bénéficiaient des économies. Pas forcément les habitants qui bénéficiaient de ces fameuses améliorations. Donc, c'était aussi un des gros problèmes quand vous aviez une copro où il y a beaucoup de propriétaires bailleurs. Voilà, tout à fait. Et alors, même au niveau des aides financières, hein, je vous inviterai à revoir. Donc, je vais vous mettre une slide après où vous avez le lien vers notre chaîne YouTube sur laquelle vous avez la rediffusion de tous nos webinaires. On en a fait un sur les aides financières dans lequel vous pourrez regarder que notamment aujourd'hui, les propriétaires bailleurs notamment sont très aidés alors qu'avant ce n'était pas le cas et que ça bloquait certains projets de rénovation.
aujourd'hui, on va dire tous les ménages peuvent avoir droit à des aides. En revanche, les aides orientent vraiment vers la rénovation globale, c'est-à-dire souvent de la rénovation qui permet un gain énergétique supérieur à 35%. Donc c'est vraiment une réflexion globale qu'il faut avoir et pas juste se dire bon, bah, j'ai la chaudière qui tombe en panne, il faut que je change la chaudière. Après, je réfléchirai peut-être aux fenêtres, après à l'isolation. Non, il faut vraiment avoir une réflexion globale au niveau du bâtiment, qu'elle soit architecturale, mais également d'un point de vue thermique. Alors, je vais prendre... On n'a pas beaucoup parlé de la santé, mais la santé des personnes sont très importantes. La ventilation, l'humidité. Avec la Covid. On l'a vu quand on vivait cloîtrés dans nos appartements pendant le confinement. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes. Donc, c'est vrai que tout ça, quand on parle de globalité, c'est aussi travailler sur la santé de chacun de nous. Oui, tout à fait. Le but d'une rénovation énergétique, ce n'est pas seulement de faire des économies d'énergie, c'est aussi d'améliorer le confort, d'améliorer la santé à travers aussi la qualité de l'air intérieur, de aussi investir dans son bien à travers la valeur verte qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est vraiment global et ce n'est pas que énergétique, ça peut être aussi un impact architectural, rajeunir la façade, tout ça aussi, ce qu'on a évoqué pendant ce webinaire. Je vais juste prendre une dernière question à laquelle je vais pouvoir répondre directement. Est-ce que c'est un souci de faire voter le DTG seul en Assemblée générale au lieu d'une prestation complète intégrant le DTG et la phase suivante de la maîtrise d'œuvre? Alors, ça peut être totalement décorrélé. Hein. Le DTG, c'est vu comme un diagnostic, un audit. Très souvent, il est fait même quand il n'y a pas de projet qui est lancé. Souvent, le DTG va permettre justement de lancer un projet. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre de désigner forcément un architecte et qu'il y ait un projet de travaux bien défini pour lancer un diagnostic global. Au contraire, souvent, c'est ce diagnostic global qui permet de lancer la réflexion sur le projet. Juste une précision, Jérémy, pour les copro plus 50 lots, il ne devient pas obligatoire? Alors, l'audit énergétique est obligatoire depuis 2017 pour les copropriétés de plus de 50 lots avec chauffage collectif et construites avant les années 2000. Donc, normalement, toutes ces copropriétés-là ont déjà fait un audit énergétique. Souvent, malheureusement, un audit vraiment uniquement porté sur l'aspect thermique. Donc, très souvent, en fait, cet audit n'a pas forcément donné lieu à un projet qui s'est lancé. Le DTG, en revanche, la seule obligation qu'il y a, c'est de le proposer à l'Assemblée générale, c'est-à-dire de voter. Le syndic a l'obligation de le proposer, c'est-à-dire est-ce qu'on fait un DTG ou pas. Il y a deux seuls cas où le DTG est obligatoire, c'est pour les copropriétés insalubres, qui ont été classées comme insalubres, et les copropriétés qui nouvellement créées, c'est-à-dire par exemple un immeuble qui était un seul propriétaire, qui est divisé en lots et qui est mis en copropriété. Donc, pour l'instant, c'est très peu les cas où c'est vraiment obligatoire. Peut-être qu'à l'avenir, ça va être... par exemple, un bailleur qui vend son bien à ses locataires pour devenir propriétaire, à ce moment-là, on a une obligation d'en créer. Voilà, là, c'est un cas d'obligation, en fait. D'accord. Ouais. Mais attention, hein, tous les DTG ne sont pas équivalents, tout comme tous les audits. Donc ça, je vous invite aussi à prendre contact avec le CAUE, avec nous, pour voir déjà est-ce que vous avez affaire à quelqu'un qui va vous faire quelque chose de compétent, on va dire quelque chose qui va vraiment vous servir. Voilà, je pense qu'on a traité toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter par la suite. Vous aurez nos contacts dans le support du webinaire. Je vous invite également à aller revoir sur notre chaîne YouTube. Donc vous avez le lien, tous les webinaires qu'on a fait. Donc on en a fait un également la semaine dernière sur l'importance de la ventilation, de la rénovation de la ventilation dans un projet de rénovation énergétique en copropriété, et également un retour d'expérience d'une copropriété aux Clés-sous-Bois qui a fait une rénovation globale avec isolation, ventilation, fenêtres et tout ça. Donc ça permet aussi d'avoir le retour d'un copropriétaire, d'un président de conseil syndical sur les travaux qui ont été réalisés. Donc vous avez les coordonnées du CAUE. Je vous invite également à aller ne pas hésiter à aller voir ce guide qui a été réalisé par
Île-de-France Énergie qui récapitule en fait les grandes étapes d'un projet de rénovation énergétique en copropriété, comment s'y prendre, quels sont les acteurs. Ça permet déjà de donner des pistes pour comment lancer un projet et ne pas perdre de temps, parce que comme on a dit tout à l'heure, un projet en copropriété, ça prend pas mal de temps, donc il faut essayer d'aller vers les bonnes pistes dès le départ. Et puis voilà, nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc nous, s'il y avait des personnes qui n'étaient pas du territoire des Yvelines, nous, on conseille principalement, enfin exclusivement d'ailleurs, les ménages qui sont dans les Yvelines. En revanche, il y a des CAUE et des ALEC sur tout le territoire, généralement. Donc peu importe sur quel territoire vous êtes, vous allez avoir des associations qui vont pouvoir vous conseiller gratuitement et de manière neutre sur l'aspect architectural, sur l'aspect énergétique. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous n'êtes pas des Yvelines pour qu'on vous renvoie vers les structures de votre territoire. Merci beaucoup à Hervé et à Elisabeth pour leur présentation. Je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter ou une conclusion. On vous attend. Bonne rénovation à tous. Voilà. Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée et surtout n'hésitez pas à nous contacter et à bientôt dans un prochain webinaire ou une conférence en physique j'espère pour l'avenir. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir.